Aujourd'hui, je reçois un entrepreneur depuis 2017. Il est coach certifié, consultant en gamification dans l'industrie de l'accompagnement individuel, formateur, auteur également de plusieurs livres, investisseur et surtout c'est un éternel enfant. Il accompagne ses clients à augmenter leur niveau de bien-être, de plaisir et de performance au travers de l'entreprise. J'ai le plaisir d'accueillir Baptiste Nourris. Salut Baptiste, Et comment hello vas-tu? Gaël, ça va, Comment ça va, vas-tu? super. Trop content d'être là, ça va être trop trop bien. Bah, ça fait plaisir de t'avoir également. Un grand merci à Monsieur Julien Sauvage de t'avoir nommé comme personne à interviewer. Donc, ça fait plaisir. Euh, Aujourd'hui, tu es là, donc il y a pas mal de choses. Coach, consultant, formateur, auteur. Je sais que tu as écrit plusieurs livres. Moi, ce qui m'intéresse, je sais que tu as écrit plusieurs livres, c'est un peu des pavés également. Comment tu fais pour tenir cette cadence de livre? T'es à quoi? Ton deuxième, troisième livre, c'est ça? Septième. Septième. Ouais, Ah, j'en ai vu trois passer, moi. ouais, le septième livre. Et du coup, pour répondre à ta question sur la cadence, aucune discipline déjà. J'enlève le mythe. Zéro discipline, zéro forcing. Et je pense que c'est ça en fait qui fait que je suis aussi productif. C'est que je tourne au plaisir et je tourne au désir surtout. Je me dis j'ai envie profondément de d'écrire ces bouquins et de transmettre les messages qu'il y a à l'intérieur. Yes. Et en fait, j'ai tellement trop envie que j'arrive pas à m'empêcher le matin d'ouvrir mon fichier Word et d'écrire. Et surtout, je me suis écouté et je me suis basé sur ce qui est facile pour moi. Euh, Faire des vidéos, c'est pas le plus facile. Faire des podcasts, c'est pas le plus facile. Mais écrire, pour moi, c'est super simple. C'est un truc que je fais depuis petit. Et je me Ok. suis dit, je vais jouer au jeu de la création en mode facile. Donc en fait, c'est un truc que je recommande à tous les entrepreneurs qui vont nous écouter. C'est d'aller là où c'est simple pour eux et de maximiser en fait leur impact en passant par ce qui est facile pour eux, plutôt que de se compliquer la vie, de forcer les choses. Et pour moi, la discipline, par exemple, c'est le symptôme des gens qui forcent. Et il n'y a pas besoin de forcer en fait pour avoir des résultats. Donc, euh, donc voilà, ça m'a fait pondre 7 bouquins. Wow. Donc j'ai calculé pour donner un peu des chiffres. Il y en a pour à peu près 2500, presque 3000 pages. Et j'ai même pas 30 ans, donc je me dis ça va. Niveau devenir auteur, c'est bon. La case est cochée plusieurs fois, donc on est bon. D'accord. Et ils sont sur quelle thématique? J'ai vu, tu as des livres dans la thématique du business, mais est-ce que tu as d'autres thématiques également? Alors j'en ai un, c'est un huitième livre. Bon, je le compte pas vraiment, c'est un peu un brouillon. Je parlais de cinéma, mais c'est vraiment un livre que j'ai fait, j'avais 15 ans et j'ai fait 2 ventes sans faire exprès sur Amazon et je me suis dit merde, je sais pas comment on déclare, je sais pas quoi faire. Heureusement, j'ai fait 4,50 €, ça va. Je fraude pas. Et après, niveau thématique sérieuse, c'est du business, c'est du dev perso. Il y a un petit peu de philosophie dans le dernier. Ok. J'ai même poussé, je me suis un peu challengé, j'ai un peu poussé sur la physique quantique appliquée au business. Donc je suis vraiment allé en profondeur. Et aussi bien sûr la gamification et le plaisir dans l'entreprise. C'est pas vraiment des bouquins business comme on pourrait l'entendre. C'est des bouquins où, et on en reviendra tout à l'heure, je te pousse à être dans l'être plutôt que dans le faire pour générer des meilleurs résultats. Voilà. Donc Bon. la thématique c'est ça globalement. Tu pousses les gens à être dans l'être plutôt que dans le faire. Qu'est-ce que tu entends par là exactement? Que le marché aujourd'hui nous éduque à faire plus, même à faire plus intelligemment, à faire plus en termes de quantité, même en termes de qualité, mais toujours faire. Et on a cette croyance qui, je pense, vient quand même des États-Unis en grande partie, que c'est dans l'action qu'on crée le changement, etc. Ce qui est pas faux fondamentalement, mais à côté de ça, si on fait les choses à partir du mauvais espace, on fera forcément mal les choses. Et un exemple que j'aime bien, parce que je suis aussi pratiquant de MMA, c'est un sport où si tu fais ton combat pour ne pas perdre, tu vas te faire défoncer la tête. Par contre, si tu fais ton combat pour gagner, t'arrives dans la bonne intention en fait. Et la question que je fais travailler à mes clients sur cette question-là, c'est dans quelle intention est-ce que tu arrives pour faire les choses. Et typiquement, dans la vente et dans le business, si tu fais, par exemple, je sais pas moi, on va prendre un truc simple, une séquence mail, un tunnel de vente, un lancement, peu importe, si tu le fais dans l'intention que de vendre, ça va être galère niveau attractivité, parce qu'on va sentir ton intention. Par contre, si tu teintes tout ça avec l'intention de servir, l'intention d'amener du contenu qui a de la valeur, l'intention de régaler tes clients et ton audience, tout de suite, il y a quelque chose qui change, alors que les actions, ça reste les mêmes. Le faire, ça reste le même, mais l'être, il change. Donc selon, on va dire que l'être, c'est le terreau, et le faire, c'est la graine. Tu peux mettre une super graine dans le mauvais terreau, il va pousser que dalle. Par contre, si tu mets une graine moyenne, mais que le terreau, il est super, tu vas quand même avoir un petit quelque chose. Donc l'idée, c'est de commencer par avoir un bon terreau,
avoir un bon savoir-être, et à partir du savoir-être, développer ton savoir-faire. Et moi, je trouve que c'est le mouvement le plus naturel pour faire pousser des choses qui ont de la qualité sur notre marché, surtout que le marché, on va pas se mentir, il en a quand même assez besoin, avec enfin maintenant, les barrières à l'entrée, elles sont grandes ouvertes. Il y a personne, tout le monde peut rentrer, tout le monde peut lancer son business, etc. Donc forcément, il y a une réduction de la qualité générale. Et nous, notre travail, c'est d'amener de la qualité. Et je pense que ça passe justement par le savoir-être qui va créer du savoir-faire et qui va donner de l'avoir derrière. Voilà. Ouais, et c'est souvent, ce que je disais, c'est marrant que tu me parles de ça. Je parlais de ça à un client récemment où en fait il voulait publier, mais il me dit ouais, Gaël, je comprends pas ce que je cherche, c'est combien d'interactions et combien de rendez-vous je vais avoir suite à ma publication. Et je lui dis, ok, cool, mais il y a une chose qui est tellement importante, c'est si tu fais quelque chose, alors toi, c'est ce que tu appelles être dans l'être. Moi, c'est ce que je dis, c'est euh, qu'est-ce que toi tu attends? Quelle est ton attente au moment de le faire? Et c'est en anglais, le terme c'est in order to. Si tu fais quelque chose afin de, et c'est ce mot qui est très important, c'est le afin de. Si tu fais quelque chose afin de, si tu publies afin d'avoir des rendez-vous, en fait, tu publies pas. Tu vas avoir des rendez-vous. Et ça se sent dans ça se sent dans ce que toi tu vas écrire, mais aussi ça se sent dans si tu veux, ta définition propre du succès. Ou en fait, simple, t'as pas de rendez-vous, tu te dis que t'es une merde, t'as des rendez-vous, tu te dis que t'es le roi de la terre. Et alors, c'est être dans, je dirais, le faire pour faire, et pas faire pour avoir un autre truc que t'attends. Et trop souvent, on est baigné dans le faire X afin d'avoir Y. Et souvent, les gens, à partir du moment où les gens réagissent par rapport à un comportement extérieur, je te donne un exemple, tu me dis, ouais, mais lui, il m'a dit ça, ou il a fait et ça, alors je vais faire ça. En fait, tu n'es plus toi-même, mais tu es en fonction de l'autre. Ouais. Et la question, c'est, est-ce que tu vas être amené à honorer ta propre nature quand tu es dans ce schéma-là? Est-ce que tu honores ta propre nature quand tes actions, quand ce que tu fais, ta manière d'être, ta manière de réfléchir, elle est en fonction de quelque chose qui est extérieur à toi? Bah, ce qui est naturel, c'est l'action. Ce qui est pas naturel et qui nous fait dépendre de l'extérieur, c'est la réaction. Et là, ce que tu décris, ça me semble être de la réaction. Faire X parce qu'il y a eu Y avant ou etc. Enfin, ça peut pas fonctionner. Et pour pousser ce que tu disais, moi, ce que je dis à mes clients, c'est plus tu t'en bats les couilles, plus ça marche. Et en fait, enfin, plus tu t'en bats les couilles que ça marche, plus ça marche. Et Ouais. t'enlèves l'enjeu en fait. Et c'est un truc qui est super important. Et aujourd'hui sur le marché, là où on met le plus d'enjeux, surtout en tant qu'entrepreneur, c'est l'argent. Et les gens, ils ont peur en fait de manquer d'argent, de se retrouver en faillite, de finir dans la rue, etc., etc. Ce que je peux comprendre. Mais plus tu fais ce travail de t'en foutre, de mettre de l'enjeu et que tout ce que tu cherches à faire, c'est être dans le service et prendre du plaisir dans ce que tu fais, Ouais. plus ça déroule, mais sans que tu fasses exprès. Il y a pas de plan, de stratégie ou quoi que ce soit. C'est juste, je m'en fous que ça fonctionne. Juste, je fais le truc et ça fonctionne. Donc, moi, je pousse les gens à s'en battre un peu plus les couilles des choses. Enfin, c'est pas dans le sens un peu nihiliste du terme où je m'en fous de Ouais. tout, démerdez-vous. C'est vraiment, je suis détaché émotionnellement, donc je mets pas d'enjeu et donc je me mets pas de poids sur les épaules parce que l'enjeu, ça reste du poids. Ça, c'est de la contrainte. Donc, si on peut s'enlever la contrainte, on est plus léger, on a des meilleurs mouvements. Et parce qu'on a une meilleure amplitude dans nos mouvements, bah, on a plus d'impact, tout simplement. Donc, voilà. Et pour une personne qui t'écoute et qui dit ok, ça m'intéresse bien de mettre plus d'amplitude, plus d'impact dans mes mouvements, et qui est entrepreneur, qui nous écoute là, qu'est-ce que tu lui dirais? Par quoi est-ce qu'il doit commencer pour pouvoir s'en foutre? En fait, c'est détaché du résultat. Alors, ça dépend sur quoi il met de l'enjeu. Donc déjà, je lui dirais de repérer là où il met de l'enjeu. Est-ce que tu mets de l'enjeu sur l'argent? Est-ce que tu mets de l'enjeu sur des relations? Est-ce que tu mets de l'enjeu sur les vanity metrics? Si tu as 10 likes sur ton post ou un like, est-ce que tu te sens de la même manière? Est-ce que tu regardes ton nombre d'abonnés? Enfin, déjà, clarifier là où il y a de l'enjeu. Ensuite, et ça pour moi c'est vraiment le plus important, c'est de se départir d'une croyance qui est partout sur le marché qui dit il faut sortir de sa zone de confort. Moi je suis aux antipodes de ça, je dis aux gens restez le plus possible dans votre zone de confort parce que c'est là où c'est facile pour vous, que vous vous rapprochez de votre singularité,
donc que vous vous rapprochez de votre message et que vous allez être plus impactant. Pour moi, c'est vraiment le fondamental. C'est arrêter d'essayer d'aller chercher la difficulté, les complications, le challenge, etc., le défi et tout ce qu'on veut. Il n'y a pas besoin que ça soit difficile, en fait. Et pour faire un peu la métaphore avec le jeu vidéo, quand tu commences un jeu, notamment le jeu du business, la première chose qu'on te demande, c'est tu veux jouer à quelle difficulté? Et tout le monde met difficile et après se dit putain, le business c'est difficile. Mais oui, mais t'as choisi de jouer en mode difficile. Maintenant, tu l'assumes. T'as choisi de mettre de l'enjeu. T'as choisi de mettre des ennemis plus forts. T'as choisi de mettre plus de contraintes. T'as choisi de mettre plus d'énigmes dans ton niveau, etc. Alors que si tu restes dans le niveau facile, dans la simplicité, bah t'as juste à faire du contenu où tu documentes ta vie. En documentant ta vie, tu expliques ce que t'as appris dans ce que tu as raconté et tu relis ça à tes offres. Et moi, ma stratégie business, c'est juste ça en fait. C'est dire voilà, il m'est arrivé ça. Donc l'exemple de Paris par exemple, j'ai vécu de la merde dans une ville avec tel événement. Voilà ce que ça m'a appris sur l'expérience client, les tarifs, la gestion d'un événement, les machins, les trucs. Et voilà ce que humainement ça m'a appris, la patience, la tolérance, voilà, l'endurance, ce qu'on veut. Et si tu veux en savoir plus, je te propose tel truc, et si ça t'intéresse, tu le prends. Si ça t'intéresse pas, tu le prends pas. Et moi, ma stratégie business, c'est ça depuis des années maintenant. Et ça fonctionne en fait. C'est juste que je m'en fous d'avoir de la complexité pour rien, d'avoir des tunnels de vente à rallonge, etc. Juste, je fais les trucs comme ça me vient. Et je me dis si bon, c'est très vulgaire ce que je vais dire, mais je me dis le business c'est comme un P. S'il faut forcer, c'est de la merde. J'aime bien le dire comme ça. C'est très imagé, très voilà, de bon matin, ça fait toujours plaisir. Mais J'ai exactement ouais, la même. Que je sors à mes clients sur une autre thématique et ouais, je valide. ok, ça va. Les auditeurs l'ont déjà entendu sur le podcast. Bon, ça va, parfait, très bien. Bon, bah, du coup, voilà, je le vois vraiment comme ça. Faut pas forcer. Et s'il faut forcer, c'est que t'es pas au bon endroit, t'es pas exactement à la bonne place. Et, moi, j'aime bien penser à la singularité comme trois cercles concentriques. Donc, tout au milieu, t'as la singularité. C'est là où tu vas avoir le plus d'impact, ça va être le plus facile pour toi. Autour, t'as la zone de confort. La zone de confort, c'est des trucs où c'est ok tiers. Alors, ça se passe bien pour toi, t'arrives à le faire, mais c'est pas exactement, voilà, c'est juste facile, mais c'est pas exactement toi. Et autour encore, tu as la zone d'imposture. Et c'est là où la grande majorité des entrepreneurs se trouvent, c'est qu'ils font des trucs qui leur ressemblent pas, qui sont un peu compliqués pour rien, juste parce qu'ils sont pas au bon endroit. Si le gars il est à l'aise à faire du podcast, tu vas le retrouver à l'écrit, en mail, sur YouTube, mais jamais en podcast. Et il va te dire je comprends pas pourquoi ça marche pas. T'es juste pas dans la bonne zone en fait. Voilà. Donc moi j'aime travailler avec les entrepreneurs en les redirigeant vers ce qui est facile. Donc en fait, j'annule entre guillemets, ça va peut-être un peu casse-couille pour certains, mais je vais annuler le travail de beaucoup de coachs qui te poussent à sortir de la zone de confort et je vais te dire en fait, reviens, t'es parti trop loin, reviens, t'as pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, va là où c'est simple pour toi. Après, si tu veux compliquer, mettre de la complexité, aucun problème, on peut, mais c'est pas obligatoire. Et mon travail, c'est de faire comprendre que c'est pas obligatoire. J'adore, j'adore, j'adore. Je sais pas si tu sais, mais un de mes accompagnements s'appelle Singularité, Trop bien, on va, où on vient trop bien. justement chercher ça et c'est quelque chose en fait qu'on voit très 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 souvent et tu l'as très bien illustré. C'est qu'on. En fait, il y a une chose, tu l'as peut-être remarqué aussi, c'est que je trouve qu'il y a un manque d'alignement énorme dans le marché. Deux personnes qui sont allées à gauche, à droite, leur a dit fais des groupes Facebook, lance-toi sur Instagram, fais des lives, fais de la pub, fais ci, fais ça, fais truc, machin. Et en fait, moi je leur parle, ils me disent j'ai une perte de sens de ouf. Tu vois, je parlais avec une entrepreneuse il y a quelques temps de ça. Elle a un business qui tourne bien, tu vois, elle fait 300-400 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Donc ça marche bien, une petite équipe, etc. Mais en fait, elle avait implémenté, elle avait suivi un accompagnement où il lui avait dit bah, il faut absolument que tu fasses ce truc-là. Elle me dit mais Gaël, en fait, moi, en faisant ce truc-là, j'ai pas d'énergie, ça me saoule. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on retire tous ces trucs-là qui nous saoulent, mais d'un coup, pouf, il y a un surcroît d'énergie. J'ai une cliente récemment, elle a arrêté son groupe Facebook. Quasiment à chaque appel, on en reparle, elle me dit mais Gaël, je me sens tellement mieux. Et c'est ça, en fait, il faut savoir où est-ce qu'on est bien. Je te donne un exemple, moi qui m'est arrivé plus récemment avec, grâce au, comment ça s'appelle, on va dire, un coup de pied au cul de certains membres de mon mastermind, du mastermind de Romain Clamaron, où j'étais la retraite entrepreneur dans le cœur du mois d'août.
En fait, j'avais une question, c'est est-ce que ça vous intéresse d'apprendre sur le réseautage ou est-ce que vous trouvez ça trop facile? C'était ma question. Ma question a dû être... Mon hot seat a dû durer à peu près 1 minute 25, tu vois. Tout le monde s'est retourné vers moi, m'a regardé. Oui, Gaël, c'est un truc qu'il faut que tu fasses. Et moi, tu vois, là, je sens que je suis en zone de singularité. C'est assez époustouflant, tu vois. C'est à partir du moment où j'ai décidé de faire ça. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai animé un atelier devant 200 personnes. Mais genre, comme tu dis, sans forcer. J'ai déjà eu des premiers clients suite à ce repositionnement. Là, j'organise un événement à Paris. Et on est déjà rempli à peu près à 50%, tu vois. Trop bien. Après 2 jours. C'est trop bien. Trop bien. Et c'est tellement important, tu vois, quand tu sors, comme tu dis, de la zone de confort, tu sors de ta zone d'imposture pour rentrer dans ta singularité, tout s'accélère. Par contre, il y a une chose sur laquelle quand même j'ai envie de revenir, et c'est, faut faire attention que les gens se disent pas, je vais faire... Parce qu'en fait, c'est assez, tu vois, ambivalent. Parce que souvent, moi, c'est ce que je remarque, c'est pour connaître sa singularité, c'est là où tu te dis c'est trop simple, ça intéressera jamais personne tellement c'est simple. Tu vois, un exemple, j'ai fait de l'informatique pendant 10 ans, pendant une décennie d'informatique. À 22 ans, je bossais chez Microsoft. À 25 ans, j'ai lancé un premier satellite. Et j'ai fini dans le leader mondial de l'hébergement en termes de relations clients. Okay. Quand je vois des gens qui me disent « Ouais, mais Gaël, configurer mon autorépondeur avec Zapier et tout ça, c'est compliqué », je dis « Tu m'étonnes. » Ouais, c'est compliqué en fait. Mais pourquoi? Parce que moi, j'ai baigné dedans pendant 10 ans, alors que pour eux, ça leur fait peur. Donc, je pense qu'il y a un juste équilibre à trouver entre des sorties de zone de confort. Tu vois, en fait, c'est la question, je pense, c'est où est-ce que tu sors de ta zone de confort. Et j'aurais pas envie que les auditeurs se disent « Ah bah, Baptiste, il nous dit c'est ok, on aimait encore plus dans notre zone de confort, c'est dans notre singularité. » Et ils disent « En fait, je vais tout faire pour que ce soit simple, tu vois. » Mais en fait, là où où il y a des enjeux, c'est où est-ce que je pense que c'est d'abord tu viens dans ta zone de singularité et ensuite tu vas sortir de ta zone de confort sur peut-être une expansion que tu vas vouloir faire, peut-être un investissement que tu vas vouloir faire, peut-être un voyage. Tu vois, je te donne un exemple. Donc moi, je vis aux Pays-Bas, mais je viens assez régulièrement en France et pour moi, voyager pour participer à des événements, c'est limite, c'est même pas une question. Alors qu'il y a certaines personnes, tu les sors à 200 km de chez eux, c'est toute une organisation. Et là, je fais partie de ces gens, ouais. C'est dur de te sortir de chez toi? Ouais, très dur. Tu restes dans le sud de la France, t'es à Monaco, c'est ça? Juste à côté, ouais, à Menton. À Menton, ok, donc sortir de Menton, c'est difficile. Tu peux m'appâter avec des jeux de play, mais il faut que ce soit des bons jeux. Ouais, ou des événements hardcore à Paris. Ah, ça, je sais pas, je suis plus trop... c'est plus trop dans... Ouais, c'est dans ma zone d'imposture maintenant. Et en fait, ça, je pense que c'est savoir... Je pense que c'est choisir de quelle zone de confort sortir si je suis ce que tu dis. C'est pas y rester tout le temps, parce que si tu y restes tout le temps, comme toutes les plantes, si tu restes toujours à faire ce que tu fais, tu vas crever. Et où le marché va te bouffer, ça c'est la pire chose que je vois. Tu vois. Parce que j'ai des boîtes au téléphone, elles me disent « Ouais Gaël, ça fait 6 mois, on a à peu près 50% de prospects en moins qui nous contactent et qui viennent sur notre site, qui téléchargent nos livres blancs. » Et en fait, tu restes dans leur zone de confort parce qu'ils font toujours la même chose. Et ils ne se réinventent pas en termes de marketing, de quel canal utiliser, de quel message utiliser, de comment transformer leur manière de vendre. Donc à quel moment pour toi est-ce que tu passes de « Ok, j'ai compris ma singularité et c'est ok de sortir de ma zone de confort ». Alors, le mouvement, ce serait... Globalement, pour un entrepreneur type qui se sent pas à sa place, la première étape, c'est quitter la zone d'imposture pour aller vers la zone de confort et s'approprier sa zone de confort pour trouver sa singularité. Ça, ce serait un premier mouvement qui va vers le centre. Ensuite, pour ressortir, je pense que au-delà et même dans la zone d'imposture, on peut mettre des petits points et ces petits points, ce seraient des points d'excitation. Ah, je suis excité par le fait d'aller à cet événement, mais c'est pas dans mes habitudes. Je suis excité par le fait de lancer un webinaire, mais c'est pas dans mes habitudes. C'est pas confort. Et je pense que une fois qu'on s'est approprié sa singularité, et je pense que c'est quelque chose qui se sent vraiment au fond.
où on se dit c'est bon, là je suis vraiment à ma place, là je sens que vraiment c'est fluide pour moi. Il faut être à l'aise avec le fait de pas être à l'aise. Tu parlais tout à l'heure des événements et sortir à 200 km de la maison. Personnellement, moi c'est un truc, je suis pas à l'aise avec ça, mais je suis à l'aise avec le fait de pas être à l'aise. Donc c'est, on pourrait dire entre guillemets, dans ma zone de confort, et je suis ok d'y aller. Mais c'est pas l'endroit où je vais rester. L'événement, je vais aller le faire et je vais vite rentrer à la maison quand j'ai fini, quand je suis fatigué, que j'ai besoin de me ressourcer. Donc la question, c'est surtout de bien se connaître et de savoir quand est-ce que tu vas trop loin ou à quelle distance est-ce que tu es ok d'être inconfortable. Et si tu arrives à t'approprier un niveau d'inconfort qui est aligné à comment tu fonctionnes, à ce moment-là, moi, il n'y a aucun souci. J'ai envie de te pousser à sortir aussi de ta zone de confort, paradoxalement, mais faut le faire intelligemment. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils le font de manière un peu stupide en se disant, ah, juste parce que c'est dur, je vais le faire. Mais ça a pas de sens. Il faut que ça ait un sens profond. Si ton événement, tu y vas parce que tu sais que tu vas pouvoir passer un super moment, connecter avec des gens super intéressants, etc. Vas-y, ça sera pas confortable de sortir de chez toi, mais vas-y parce que en revenant, tu seras content et ça va être au service de ta singularité. Donc, c'est une question de, je pense, de connaissance de soi en fait. Ah, c'est très bon. Ce que tu dis, c'est sortir de sa zone de confort au service de sa singularité. C'est ça. Et ça, c'est ce qui, à mon avis, fait toute la différence. Que tu sors et tu as quelque chose. Tu sais, c'est. En anglais, il y a un terme qui s'appelle an empowering context, qui est utilisé d'une entreprise de développement personnel qui s'appelle Landmark Education, dont je parle je parle très souvent ici, qui est l'entreprise, tu vois, je pense que ça doit être la plus grosse mondialement en termes de dev perso. Ils ont accompagné plus de 2 millions de personnes et ils sont présents tu vois, j'y suis allé dans peut-être une quarantaine de pays, tu vois, de États-Unis, Europe, pas en France, non, Pays-Bas, Angleterre, Inde, Australie, où tu veux, tu vois. Et ils ont cette expression-là, ça s'appelle le empowering context. C'est ton contexte dans lequel tu as de la puissance. Et c'est cette singularité. Et en fait, quand toi tu agis depuis cette zone de singularité, cette zone de puissance, ça change tout parce qu'en fait, tout a un sens, tout a une raison. Parce que c'est toi qui l'a choisi, qui l'a décidé. Tu dis ça, c'est important pour moi parce que j'imagine quand tu vas faire du MMA, tu vas te prendre des coups dans la tronche, tu vas te prendre des coups de latte, on va te mettre au sol, on va te faire des clés de bras, ça va piquer. Tu vas peut-être t'évanouir si un mec qui fait un triangle ou quoi et bonne nuit. Mais il y a quelque chose derrière ça où tu te dis, bah, je vais quand même le faire, tu vois. Alors, c'est un inconfort accepté. C'était un inconfort accepté. Toutes les semaines, tu acceptes cet inconfort. Oui, 3 fois par semaine même. C'est ça. Après, je pense que c'est aussi le degré de plaisir que tu prends. Si ton niveau de plaisir il est supérieur à l'inconfort, vas-y, ça va être trop bien, ça va te faire grandir. Et le MMA, c'est la parfaite illustration de ça. C'est pas confortable de se faire étrangler, de s'évanouir, mais c'est trop bien de le faire à quelqu'un d'autre et de se dire j'ai la puissance pour le faire. C'est un peu sado de le dire comme ça, mais ça comme tu disais, c'est empowerment contexte. Tu te sens dans un contexte où tu as de la puissance et tu peux créer des contextes comme ça aussi, notamment avec le sport. Ouais. Et qu'est-ce qui fait, à ton avis, que les personnes évitent le plaisir, évitent de faire les choses qui leur font plaisir, notamment dans le business? Parce que tu sais, j'ai cette impression que il y a une gloire à souffrir, tu vois. Je pense que c'est j'ai pas le mot en anglais, mais une espèce de culpabilité apprise, on pourrait appeler ça. C'est un peu comme l'impuissance apprise, mais on nous a appris à se sentir coupable de prendre du plaisir parce que on est dans une société qui a grandi, si on prend il y a 20, 30 ans en arrière, fallait être ouvrier, bosser 12 heures par jour, transpirer, se péter le dos et faire des journées pas possibles. Et ça, c'était la norme. Et je pense qu'on s'est pas encore bien départi de cette norme-là. Et qu'à côté de ça, les contextes politiques font que il y a une crise économique, les pays ils ont besoin d'argent, les États ont besoin d'argent, donc pour faire de l'argent, il faut de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, c'est nous. Donc on nous apprend à travailler dur, à travailler fort, à travailler bêtement. Et c'est pour ça que il y a, par exemple, je pense à des métiers d'administratif. Il y a tellement de choses qui pourraient être automatisées par 3-4 serveurs au lieu de mettre 50 personnes qui vont vivre 40 ans dans des bureaux à rien foutre. Moi, ça me fait de la peine de voir ça. Et pourtant, c'est là. Et si c'est là, c'est que on est dans un contexte où on cherche pas l'efficience et l'efficacité, on cherche l'occupation et la main d'œuvre facile. Et pour moi, c'est dommage, c'est du gâchis humain en fait. Donc, je
je pense que ouais, on grandit dans un contexte où il faut faire des efforts et où c'est normal de faire des efforts, juste parce qu'on n'a pas encore maturé, je pense, au niveau spirituel global. Enfin, on va dire l'égrégore mondial n'a pas encore atteint ce niveau de conscience où tu peux faire beaucoup de résultats en faisant très peu de travail, juste parce que tu es au bon endroit et que c'est facile pour toi. Donc on est dans ouais, je pense un peu l'influence américaine aussi, c'est le hustle culture. Il faut souffrir, il faut être fort, musclé, puissant, incassable, etc. Mais je pense qu'on avance quand même dans la bonne direction, petit à petit. C'est pas encore tout fait, mais il y a encore du travail. Mais voilà, c'est pas encore, c'est pas perdu. Je pense qu'on avance bien quand même. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont, je dirais, qui prennent conscience, qui s'éveillent au fait que ils sont pas obligés de souffrir pour être dans le business, pour travailler. Ça doit pas être dur, et c'est aussi il y a un point qui est important et intéressant, c'est quelle est la définition de c'est difficile, tu vois. Tu vois, quand j'en parlais à mes parents, et ma mère me disait, ouais, le travail que je fais, c'est dur. Elle était VRP. Et je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi dur, en fait? Elle me dit, pour moi, ce qui est dur, et c'est important, tu vois, quand on dit dur, c'est tellement un terme fourre-tout que moi, je vais avoir mon interprétation, toi, tu vas avoir la tienne, et ma mère avait la sienne. Et pour elle, ce qui était dur, c'était de devoir se lever le matin tôt pour aller prospecter dans les différentes villes de province de l'Est de la France. Pour aller vendre des chaussettes Burlington. Mais la définition de dur, pour toi, elle va être différente. La définition de dur, pour moi, elle était différente également. Et je pense qu'il y a deux choses à prendre en considération. C'est, pour s'en sortir, c'est conscientiser ce que ça veut dire dur pour moi et dur pour toi. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour toi dur, Baptiste? Bah, je suis un peu comme ta maman. Moi, me lever le matin pour aller faire le boulot de quelqu'un d'autre, c'est un non-sens absolu. En fait, j'arrive pas à comprendre comment ça peut exister. Alors, je comprends que ça existe et je comprends pourquoi ça existe, mais je comprends pas comment ça peut encore exister avec tout ce qu'on a grandi en fait, avec tous les bouquins qu'on a pu lire, la spiritualité qu'on a eue, les leçons qui sont séculaires maintenant sur la question. Je trouve ça incroyable. Donc ouais, la difficulté pour moi, c'est de mettre tellement d'importance du coup juste sur l'argent, parce que si le salariat ne payait pas financièrement, bah, le salariat n'existerait tout simplement plus. Les gens n'iraient pas travailler pour le plaisir. Et c'est ça le problème, c'est que les gens travaillent pas pour le plaisir. Donc la difficulté, c'est de reléguer le plaisir, le sens profond et la singularité au second plan pour mettre au premier plan l'argent. On nous a fait croire en fait que l'argent c'est la principale source de sens dans la vie d'un être humain, ce qui est trop dommage. C'est trop dommage. Donc ouais, pour moi, ce qui est difficile, c'est ça. C'est tu perds ton temps, tu perds ton argent, tu choisis pas les relations que tu as. Et je me suis, oula, j'ai fait tomber le micro, pardon. tu as je me suis fait tatouer carrément une boussole avec les quatre grandes libertés géographiques, sociales, financières et temporelles. Et le fait de troquer ces quatre libertés juste pour avoir le sentiment d'être en sécurité, bah ça me rappelle une citation d'un président américain dont je n'ai plus le nom qui disait: celui qui sacrifie la liberté pour la sécurité ne mérite aucun des deux. Et je suis super aligné avec ça. Donc voilà, après ça reste un choix, c'est une responsabilité à prendre. Est-ce que, si tu veux mériter ta liberté, il faut que tu acceptes de traverser une phase d'insécurité. Ça, c'est tellement vrai. Et ce, ce point sur la sécurité, quand tu remarques la manière dont les... Bah, tu sais, c'est basé sur un truc qui s'appelle... t'as deux choses. T'as le FOMO, c'est Fear of Missing Out, et t'as le MUD. Alors, faut que je retrouve ce que c'est, la définition du MUD, M-U-D. C'est pas le JOMO? Parce qu'il y a Joy of Missing Out aussi. Ça, je connaissais pas le Joy of Missing Out. Ah ouais, on pourra en parler. C'est FOMO et FUD, F-U-D. Et, alors, je vais retrouver l'expression du FUD, ce que ça signifie. Et c'est en fait, c'est qu'en fait, tu te rends compte que la majorité de la manière dont les lois sont passées, qui sont un peu border, c'est par la peur. On dit, il y a un problème, alors on va mettre plus de sécurité. Mais c'est pour ton bien. En fait, quand tu y réfléchis, c'est pas vraiment pour ton bien. Et FUD, c'est
Fear, uncertainty and doubt. C'est la peur, l'incertitude et le doute. Et ces deux choses-là, le FOMO, donc fear of missing out, la peur de rater, et le FUD, le fear, uncertainty and doubt, la peur, l'incertitude et le doute, c'est la meilleure façon de manipuler les gens. Et quand tu remarques, moi, il y a un truc qui m'a fait halluciner. Tu vois, je voyage beaucoup par avion. Et tu sais, il y a eu les règles où, en gros, simple, il faut que tu retires tes pompes, tu retires ta ceinture, tu retires tout pour passer la sécurité. Et après, ils te disent, si vous laissez votre valise plus de 5 minutes sans présence, on ferme l'aéroport, on envoie une équipe de déminage, on la fait exploser, quoi. Et vous allez en plus avoir des amendes. Ah, tu vois, c'est ouf quand même. Et moi, c'est ça qui m'a fait halluciner. Quand, après Covid, les aéroports à Schiphol, ici aux Pays-Bas, c'était le bordel pour... tu vois, il y avait des gens qui faisaient la queue 4-5 heures pour rentrer dans l'aéroport. Mais il y avait des queues à l'extérieur de l'aéroport. En plein mois de février, je te laisse imaginer la joie aux Pays-Bas. Il fait pas très très chaud. J'imagine. Et en fait, ils avaient des problèmes énormes pour gérer les bagages. Donc, d'un côté, on nous dit si tu laisses ton bagage pendant plus de 2 minutes seul, pas de souci. Mais là, il y avait dans l'aéroport, quand tu arrives, en fait, ils n'avaient pas le temps de gérer tous les bagages. Tu avais des couloirs et des couloirs et des couloirs et des couloirs de bagages empilés et entassés. Et là, tu me dis, ok, ils ont peut-être passé certaines sécurités, mais d'un côté, on me dit, ils peuvent pas passer, et puis de l'autre côté, là, ils sont dans les couloirs comme ça, tu vois. Et là, tu me dis, on nous prend vraiment, vraiment pour des cons, tu vois. De ouf. Et c'est partout comme ça. Et comme tu dis, c'est celui qui veut remplacer la sécurité pour la non, qui veut. C'était quoi ton si tu sacrifies ta liberté pour la sécurité, tu mérites aucun des deux. C'est ça, c'est exactement ça. Et tu te rends compte qu'il y a beaucoup de personnes pour une pseudo-sécurité, bah, ils préfèrent en fait avoir, c'est un peu ce qu'ils appellent le nanny state, l'état grand-mère qui va s'occuper de toi et prendre soin de toi, mon petit enfant, quoi. C'est déprimant. Ouais, c'est chaud, tu vois, mais ça prend quand même un certain courage. Et toi, il te vient d'où ce courage justement de pas faire les choses uniquement par sécurité parce que tu as de la certitude, mais tu es ok aussi d'être dans cette zone d'incertitude? Je pense que j'aime ma naïveté. C'est un peu con dit comme ça, mais j'aime savoir que je sais pas et que la leçon elle va me tomber sur la gueule, soit très agréablement parce que je vais faire peut-être plein de ventes, je vais trouver les bonnes personnes de suite, etc. Soit je vais me prendre ça sur la gueule de manière très désagréable où je vais rater un lancement, je vais prendre je sais pas, un contrôle fiscal, j'en sais rien, ça m'est jamais arrivé, je touche du bois, mais voilà, je suis content de pas savoir tout ce que j'ai besoin de savoir et content de savoir que je vais l'apprendre très vite. Donc ça me donne beaucoup de foi, ça me donne beaucoup de confiance et je me dis de toute façon, quand il faudra que je sache quelque chose d'important, je le saurai. Ça va venir tout seul. Si je fais pas d'argent pendant, je sais pas, 1 an, à chaque fois que je lance un truc, ça marche pas, etc. À un moment donné, il va falloir que je me dise bon, va falloir se poser, apprendre ce qui se passe là, pourquoi ça fonctionne pas. Il y a une couille dans le pâté, là. Ouais, je comprends. Voilà, c'est ça. Donc c'est apprendre à être à l'aise avec les couilles dans le pâté. C'est te dire bon bah au pire ça donne du goût et parce que c'est pas agréable. Ouais, moi c'est pas la métaphore la plus classe que j'ai trouvée. Mais voilà, c'est vraiment de te dire que bah si des fois faut mettre les mains dedans, bah tu mets les mains dedans et puis tant pis, c'est pas grave. Hein. Rien t'empêche de te les laver après et d'apprendre. Donc voilà. Être à l'aise avec le fait de pas tout savoir, tout simplement. Et comment tu gères toi ces phases où tu te prends justement ce retour de bâton, un truc que tu fais n'a peut-être pas fonctionné, t'as peut-être quelque chose qui se passe, par exemple, peut-être des clients qui sont pas contents, que sais-je, tu vois. Ce qui me... tu le gères, tu vois. Ouais, ce qui me vient de suite, c'est la documentation, en fait. Dès qu'il m'arrive un truc, ok, documentation. Qu'est-ce que ça m'apprend? Comment est-ce que je le partage? Et c'est pour ça, je pense que mes contenus fonctionnent bien sur les réseaux. Et pourquoi les gens les lisent alors que c'est difficile maintenant de lire des contenus sur Facebook, surtout la taille qu'ils font. Enfin, c'est ce que mon audience me dit, en tout cas, ils lisent mes contenus. Et je pense qu'ils les lisent parce que je parle vrai et je dis aux gens, là, j'ai réussi un truc, mais du même niveau, j'ai foiré un truc. Il y a un truc qui a pas marché, je l'ai très mal vécu, ça m'a rendu triste, ça m'a fait de la peine, ça m'a mis en colère, ça m'a enragé, ça m'a saoulé, etc. Et parce que je suis transparent dans ma documentation, bah les gens, ça les sert. Moi, ça me donne le sentiment d'être utile.
Et parce que je me sens utile, même quand je foire des trucs, j'ai plus l'impression de foirer des trucs. Je me dis, même quand je foire, je sers à quelque chose. Et ça me permet de transcender, en fait, de me dire, voilà, je prends Paris, factuellement, j'ai perdu de l'argent, j'ai mendié dans le métro et j'ai payé pour ça, et c'est de la merde. C'était vraiment une mauvaise idée. J'avais aucune dignité, j'ai pas dormi, j'étais fatigué, j'ai chopé une merde là-bas, je me suis fait mal au tympan et tout. J'aurais pu juste me dire, ouais, la vie c'est de la merde, j'aime pas, c'est nul. Non, je me suis dit, ok, trop bien, ça va me faire un truc à raconter. Donc je me dis, toutes les emmerdes que je vis, c'est des histoires qu'il faut que je raconte. Et plus je raconte ces histoires, plus les gens ils vont se reconnaître dedans. Et plus ils vont se reconnaître dedans, plus ils vont se dire, j'achète pas les produits de Baptiste Nourri, j'achète Baptiste Nourri directement. Et moi c'est comme ça en fait que je fidélise mon audience aussi. C'est juste leur dire, je te raconte ma life, et pour que ça soit utile pour toi, je cherche en quoi c'est utile pour toi. Je vais trouver toujours les 10 leçons de X, les 5 apprentissages de Y. Et voilà, toujours chercher à documenter le problème, expliquer ce que j'en ai tiré comme conclusion et voir en quoi ça sert l'autre. Voilà. C'est vachement courageux de t'autoriser à parler des trucs qui se passent moins bien. Parce que souvent les gens ils sont là, ouais, moi je suis le king de ci, le king de ça. Mais là non, tu t'autorises à dire, ouais, ça c'est moins bien passé. Ça fait dire plus, je trouve. Dire ce qui s'est mal passé, ça, j'ai l'impression que, un peu comme tu disais avec la peur, la peur, le doute et l'incertitude, c'est de dire que ouais, bah, je suis humain et moi aussi je vis ces 3 émotions pourries et c'est cool. En fait, je suis à l'aise avec ça. Et si tu montres que t'es à l'aise avec une émotion, tu donnes un modèle, tu donnes une nouvelle carte du monde à l'autre et tu dis voilà, t'es pas obligé de suivre le modèle où il faut être dur tout le temps. Parce que de toute façon, t'es humain, ça marche pas. Il y a des moments où tu vas pleurer comme une merde et c'est tout à fait normal. Et donc, bah, si on arrive à montrer par l'exemple, bah, les gens ils commencent à être plus à l'aise et je pense que c'est une manière aussi d'impacter. Autant ça fait plaisir à l'autre parce que ça le sert, autant ça nous aide nous dans la difficulté parce que bah, on transcende et on se sent utile en fait. Donc ça donne un sens à tout ce qui se passe. Excellent. Donc c'est une quête de sens, c'est ce que j'entends derrière ce que tu dis. Je trouve que c'est bien aligné également avec ton approche de la place d'être dans le faire, d'être dans l'être également. Parce que du coup, tu te prends en entier, comme le bien, comme le moins bien, quoi. Ouais. Ça, c'est très très puissant, quand même. Baptiste, on a une tradition sur le podcast qui m'a été inspirée d'un podcast de Steven Bartlett qui s'appelle Diary of a CEO. C'est à l'origine, toi, de ton projet. Donc, on a une question d'un autre invité. Tu sais pas qui c'est? Je sais pas qui c'est. C'est mystère. Et en fait, à l'origine de ton projet à toi, à quoi as-tu dit non de manière non négociable? Et quelle place a ce refus dans ta vision aujourd'hui? J'ai dit non au forcing. J'arrête de forcer les trucs. Quand j'ai pas envie, je fais pas. Quand je le sens pas, je fais pas. Quand je veux pas te parler, je te parle pas. Quand j'ai pas envie d'aller publier un contenu, je publie pas un contenu. Et en fait, dès qu'il y a une friction, que instinctivement, je suis pas à 100% de confiance et 100% d'excitation sur un truc, il faut pas que je le fasse. Parce que je vais faire de la merde. Soit je vais faire un truc en lequel je crois pas vraiment, il manquera de l'ancrage, donc la confiance. Soit je vais faire un truc qui m'excite pas vraiment, donc il va manquer ce mécanisme d'expansion. Et donc je vais impacter personne. Et j'aime bien voir en fait l'impact d'un entrepreneur comme la Tour Eiffel. Si tu regardes la Tour Eiffel, et si tu regardes même, j'ai regardé les 7 merveilles du monde, elles ont ces 2 qualités-là qui font d'elles des merveilles. C'est un ancrage solide, la confiance, et un espèce de mouvement vers le haut d'expansion. Et la Tour Eiffel, en fait, c'est la meilleure métaphore. Ça montre littéralement un mouvement vers le haut. Donc, il y a besoin de confiance, il y a besoin d'excitation, et il y a besoin de proximité. La Tour Eiffel, elle n'existerait pas s'il y avait personne pour la regarder. Ouais. Donc, si tu arrives à avoir dans tes actions une incarnation de confiance, d'excitation, de proximité, ça peut pas foirer, en fait, parce que tu vas être littéralement monumental. Voilà. Voilà pour ma réponse à la question mystère. Mystère de l'invité mystère. Non, excellent. Bah écoute, je te remercie beaucoup par rapport à ça. Et le nom de ce podcast s'appelle Le Différenciateur Inné. Où
Ma question pour toi, c'est selon toi, Baptiste Nourri, quel est ton différenciateur inné, ta singularité? Je pense les heures que je passe sur la Play, parce que les jeux vidéo me donnent une créativité monstre. Enfin, je le sens, c'est une qualité que je sais que j'ai. Euh, donc, je dirais aux gens, juste jouer à des jeux vidéo. Ça peut sembler chelou, surtout pour des entrepreneurs qui sont dans la culture de, faut éviter les distractions, etc. Le jeu vidéo, pour moi, c'est pas une distraction, c'est un investissement. Si tant est qu'on sait choisir ses jeux, évidemment. Je vous dis pas de jouer à Fortnite, mais il y a vraiment des jeux qui vous donnent une autre vision du monde, parce qu'un jeu vidéo, c'est des développeurs qui ont travaillé des années pour matérialiser leur vision du monde, leur message, etc., etc. Et accéder à ça, pour moi, ça vaut plus que lire 10 ou 15 bouquins, littéralement. Il y a des jeux qui m'ont impacté beaucoup plus que certains livres, voire même que certains coachings. Donc voilà, moi, ça m'a permis de me singulariser, d'assumer cette partie jeu vidéo. Je prends un exemple simple, il y a un petit jeu qui s'appelle Gris, et c'est un jeu où, en fait, tu incarnes une femme qui a perdu sa mère, et tu dois traverser le deuil, en fait. Et chaque niveau, c'est une des étapes de la courbe du deuil. Et donc, j'ai appris comment fonctionne un deuil en jouant littéralement le deuil. Et c'est un exemple, en fait, de ce que les jeux peuvent apprendre. Alors, je dis pas que le prochain deuil que je vais rencontrer, ça va être facile, mais ça me permet d'avoir une espèce de vision claire. Parce que j'ai déjà traversé un deuil qui n'est pas le mien, donc qui a été plus facile à traverser. Et les jeux, en fait, ils ont ce rôle-là. Donc, voilà, j'encourage les gens à acheter une Play et pas penser que c'est une distraction. Au contraire, c'est un très très bon investissement. Mais je suis bien d'accord avec toi. Tu vois, j'ai installé un jeu qui s'appelle sur iPhone où tu gères une Siri. Et tu sais ce que ça m'apprend en fait, tu pars d'un arbre que tu dois couper pour en faire des planches que tu dois vendre après, donc c'est un jeu business aussi. Et c'est en fait ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est comment maximiser la chaîne de production de A à Z. Et ça, tu sais ce que ça m'a appris? Ça m'a appris une chose fondamentale dans le business, qui est absolument clé pour grandir, c'est mettre en place des process. Parce que si j'ai pas d'arbre, la Siri à la fin, elle coupe rien, il n'y a rien qui se vend. Et ma Siri, elle va pas se développer. Extrêmement important. Et là, plus récemment, j'ai réinstallé un jeu qui est disponible, je savais pas, par l'intermédiaire de Netflix Game. Donc Netflix, maintenant, tu peux télécharger des jeux. Et c'est GTA Vice City. Je sais pas si tu as déjà joué à ce Ah, bien sûr. Bien sûr, j'ai grandi avec. Voilà. Tu réincarnes Tommy Vercetti. Vercetti, ouais. Vercetti. Et ouais, et ça, tu vois, ce que ça m'a appris, c'est en fait, c'est la résilience, parce que des fois, les missions, tu les plantes et t'es là, putain, je me suis fait choper par les flics. Ah merde, je me suis fait buter, etc., etc. Et ça reste, tu vois, c'est intéressant de se dire, j'essaye, et puis j'essaye une nouvelle façon de faire. Et alors que moi, avant, tu vois, quand je joue aux jeux vidéo, moi, j'étais fan de l'entraîneur. Un jeu de football où tu gérais une équipe. Tant et si bien que je faisais des rêves à propos de mes stratégies de match, tu vois. Et là, je me suis dit, ouais, là ça commence à être chaud. J'arrête, je pense que je suis dépendant aux jeux vidéo. Donc là, j'ai arrêté d'acheter des PlayStation, j'ai arrêté tout parce que je me suis dit, oh putain, ça risque de partir en vrille, tu vois. Et là, tu vois, petit à petit, je me remets à certains jeux. Je trouve ça, tu vois, c'est prendre du plaisir, tu vois. Ce qui est bien, qui est derrière. Ce qui est cool avec les jeux, c'est que ça t'apprend aussi sur ta manière de t'amuser. Parce que tu prends un FIFA ou un Call of, c'est des jeux qui sont très très connus, voilà. C'est des jeux qui sont très compétitifs. Et tu vois si tu es réceptif à ça. Et si tu prends à côté un GTA, par exemple, c'est un jeu qui est beaucoup plus pour les explorateurs. Donc il y a plusieurs typologies d'entrepreneurs et de joueurs. Moi, j'ai écrit un bouquin sur ça d'ailleurs, où en fait, selon ta manière de t'amuser, tu vas avoir des manières différentes d'aborder le business. Moi, par exemple, je suis pas du tout compétiteur. J'aime pas spécialement faire des classements, des machins comme ça. Donc, je vais pas être dans le jeu de regarder qui fait le plus gros chiffre d'affaires, qui a la plus grosse mailing list, etc. Je vais plus me dire, moi, je joue en mode explorateur. Ok, je vais écouter ma créativité, tester une offre ici, tester une offre là, etc. Donc, c'est bien de s'observer en train de jouer, même en dehors des jeux vidéo. Regarde les sports que t'aimes faire, les jeux auxquels t'aimes jouer, et ça peut dire des choses sur comment tu peux entreprendre d'une manière qui te ressemble. Extrêmement intéressant. Je connaissais pas ces distinctions entre les différents jeux vidéo et les profils de personnes très intéressantes. Ouais, donc moi j'ai un peu les deux. C'est explorateur sur GTA et puis compétitif sur FIFA. Je veux comprendre.
Super. Pour les personnes voilà, qui nous ont écoutés jusqu'ici et qui veulent te contacter, quelle est la meilleure façon de rentrer en contact avec toi, Baptiste? Sur Messenger, un petit message sur Messenger. Mon compte Facebook, c'est Baptiste Nourri. Très simple. Et sinon, alors en vrai, je me suis bien référencé sur Google, donc si tu tapes Baptiste Nourri sur Google, tu peux pas me rater. J'ai la première page, donc c'est bon. Magnifique. Superbe, superbe. Et on a une mission ici, c'est de connecter l'humanité en révélant son potentiel. Aujourd'hui, on a parlé de toi, on a révélé ton potentiel grâce à l'ami Julien Sauvage. Et pour continuer cette chaîne de connexion de l'humanité, je demande à tous mes invités qui de leur réseau est-ce qu'ils aimeraient voir interviewer sur le podcast. Donc, qui de ton réseau aimerais-tu voir interviewer? Moi, je mettrais bien Axel Guerre. Axel. C'est une nana qui fait du copywriting. Elle est incroyable. Vraiment, elle fait du super, super travail. Et elle fait partie de ces gens qui font des contenus qu'on lit jusqu'à la fin. Magnifique. Des vraiment très, très bons contenus. Voilà. Donc, je pense que ça peut être cool. Axel, si tu nous écoutes, c'est pour toi. Prochaine étape, peut-être tu seras ici à la place de Baptiste. Ce serait très cool. En plus, ça me plairait bien. J'ai commencé par le copywriting, donc ce serait top de pouvoir échanger avec d'autres copywriters. Très très chouette. Baptiste, notre podcast arrive à sa fin. Et j'aimerais te laisser le mot de la fin pour que tu puisses venir peut-être inspirer ou laisser la personne qui nous a écouté repartir avec une chose à laquelle elle doit vraiment se dire ouais, ça c'est clé. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Choisissez bien qui vous écoutez. Et pour choisir bien quelqu'un à écouter, suivez des gens qui font infuser les idées et qui font pas l'injection des idées. Être dans cette idée de qui infuse et qui injecte. Et ça permet d'avoir une meilleure expression de sa singularité. Donc voilà, je dirais ça comme ça. Baptiste Nourri, un grand merci pour ton temps aujourd'hui. Avec plaisir. Et messieurs, dames qui nous avaient écoutés, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel invité mystère. Allez, salut.